À quel enregistrement, madame? Donc, je pense on peut commencer. J'active l'enregistrement. Ah non, mais je l'ai activé déjà. Ah, très bien. Je peux commencer. Oui, oui, on commence. Ah, bismillah. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Dr Ahmed Allel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le cours intitulé Étiologie du cancer. Vous m'entendez? Oui, Très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le cours intitulé Étiologie du cancer. Concernant cet intitulé, quels sont nos objectifs? Donc, à l'issue de cet enseignement, un étudiant doit être capable d'acquérir les concepts de base de l'éthiopathogénie des cancers ainsi que les causes. Un étudiant doit être capable aussi d'identifier les principaux facteurs de risque liés à l'hôte et d'identifier aussi les principaux facteurs de risque liés à l'environnement. Et l'identification des différents facteurs de risque incriminés dans la carcinogénèse nous permet d'envisager de nouvelles stratégies, notamment de prévention. Donc, pour atteindre ces objectifs, voici le plan que nous allons suivre. Donc, nous allons commencer par une introduction et des rappels. Ensuite, nous allons voir ensemble les facteurs étiologiques. Les facteurs étiologiques sont soit endogènes ou exogènes. Les facteurs endogènes sont des facteurs qui sont liés à l'hôte. Ils sont d'ordre génétique, hormonal et immunitaire. Donc, les facteurs endogènes sont soit d'ordre génétique, hormonal, immunitaire. Les facteurs exogènes, ce sont des facteurs qui sont liés à l'environnement. Ils comprennent les agents chimiques, les agents physiques et les agents biologiques. Donc, voici notre plan. Il faut savoir que le développement et l'homéostasie d'un tissu sont sous le contrôle de la prolifération, la différenciation et la mort cellulaire. C'est quoi l'homéostasie? En fait, l'homéostasie, c'est la stabilité des tissus vivants. Donc, l'échappement à cette homéostasie ou à ce contrôle est à l'origine du processus cancéreux. C'est quoi le cancer? Donc, le cancer, c'est une prolifération cellulaire anormale, anarchique, échappant aux lois de l'homéostasie tissulaire. Il est souvent d'origine monoclonale. Il s'agit d'un processus irréversible au cours duquel la cellule transmet ces anomalies à sa descendance, formant un clan cellulaire. Ce clan va devenir autonome et progresser avec la maladie cancéreuse. Le point de départ du cancer est la cellule cancéreuse. Et le processus qui aboutit à la transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse est dit carcinogénèse. Donc, il faut savoir que la cellule normale présente à décrire une membrane cytoplasmique qui comporte des récepteurs. Donc, elle a un rôle dans les échanges avec le milieu. Donc, elle comporte aussi la cellule, le cytoplasme qui renferme les organites et le noyau qui renferme l'ADN qui est le support de l'information génétique. C'est quoi le cycle cellulaire? Le cycle cellulaire correspond à la durée de vie d'une cellule, d'une mitose à une autre. Il comprend deux périodes. Le cycle cellulaire comprend deux périodes. Une période interphasique et une période mitotique ou mitose. Entre les différentes étapes du cycle cellulaire se situent des points de contrôle. Des points de contrôle qui ont pour but de vérifier l'intégrité de la transmission de l'ADN. Le point le plus important, c'est le point de restriction, le point R. C'est un point de contrôle. Il se situe au niveau de la phase G1. On a d'autres points de contrôle, tels que la fin de G2 et la transition entre la métaphase et l'anaphase.
Donc, les cycles cellulaires, c'est la durée de vie d'une cellule d'une mitose à une autre. Il comprend 2 périodes. Une période interphasique qui est composée de 3 phases. La phase G1, la phase S et la phase G2. Et entre ces différentes étapes du cycle cellulaire, il existe des points de contrôle. Donc, cette figure, c'est une illustration schématique empruntée de la littérature qui nous montre les différentes phases du cycle cellulaire. Donc, le cycle cellulaire comprend 2 périodes. Une période interphasique et une période métotique. La période interphasique comprend 3 phases. La phase G1, c'est une phase de croissance et de préparation de la duplication du génome. Et au cours de cette phase, on trouve le point de contrôle qui est le point de restriction, le point R. Donc, ce point de restriction et ce point R a une protéine gardienne qui est la protéine RB, la protéine de rétinoblastome. Vous arrivez à suivre? Donc, Oui, madame. la protéine RB, c'est la gardienne du point de restriction qui est le point R. Et c'est ça, tout ça, c'est au cours de la première phase de la période interphasique. La deuxième phase, c'est la phase S. Au cours de la phase S, il y aura une duplication ou bien réplication du génome. La phase G2, c'est une phase de croissance et de préparation de la division cellulaire. Le premier point de contrôle du cycle cellulaire, c'est le point R, c'est le point de restriction. Il se situe en phase G1 et décide si un nouveau cycle cellulaire doit être lancé par la cellule ou pas. La protéine gardienne du point de restriction, c'est la protéine RB. Elle détecte les signaux de prolifération reçus par la cellule et justifie, selon leur intensité, l'initiation d'un cycle cellulaire. Si les signaux sont suffisamment intenses, elle inactive la RB, ce qui permet l'expression des gènes de la prolifération et par conséquent l'entrée de la cellule dans un nouveau cycle cellulaire. En fait, la protéine, le gène RB qui code pour la protéine RB est un gène suppresseur des tumeurs. Une fois les signaux sont suffisamment intenses, il inactive la protéine RB, ce qui ramène à un nouveau cycle cellulaire. La cellule a le choix entre 3 états, soit la prolifération, la différenciation ou la mort, sinon la quiescence, c'est la phase G0. Pourquoi on étudiait le cycle cellulaire? Pourquoi je vous fais le rappel du cycle cellulaire? Parce que le cycle cellulaire, il est régulé par de nombreux mécanismes. Et les régulateurs de ce cycle cellulaire sont à l'origine d'événements oncogénétiques dans de nombreux cancers. Donc, les mutations qui touchent les régulateurs du cycle cellulaire sont à l'origine des cancers. Il faut savoir que l'apoptose, c'est une mort cellulaire programmée. L'apoptose, c'est une mort physiologique, à l'inverse de la nécrose, qui est une mort accidentelle. L'apoptose, c'est une mort physiologique. Elle est programmée, génétiquement déterminée par un mécanisme enzymatique. Et elle survient à un stade précis de la maturation terminale d'une cellule. Pourquoi on étudiait l'apoptose? Parce que l'échappement à l'apoptose est à l'origine de l'apparition des cellules cancéreuses. Donc, on étudiait le cycle cellulaire et l'apoptose parce que l'échappement de l'apoptose et des anomalies oncogénétiques au cours du cycle cellulaire sont à l'origine de l'apparition des cellules cancéreuses. Maintenant, nous allons voir le vif de notre sujet, qui sont les facteurs étiologiques. Quels sont les facteurs étiologiques? Donc,
les facteurs étiologiques sont divisés en facteurs endogènes et facteurs exogènes. Nous commençons par les facteurs endogènes. C'est des facteurs qui sont liés à l'hôte. Les facteurs endogènes sont d'ordre génétique, hormonal et immunitaire. Nous commençons par les facteurs endogènes génétiques. Nous avons pris comme type de description le cancer colorectal. Une des formes de cancer colorectal est la polypose rectocolique familiale, ou bien autrement dit, la polypose adénomateuse familiale. C'est quoi la polypose adénomateuse familiale? La polypose adénomateuse familiale est une maladie héréditaire. Elle est à transmission autosomique dominante. Et elle est liée le plus souvent à la mutation du gène APC. Le gène APC est un gène suppresseur de tumeurs. Donc, vous avez fait la carcinogénèse et vous avez vu qu'il y a des gènes, des anomalies des oncogènes ou anomalies des gènes suppresseurs des tumeurs qui sont à l'origine de l'apparition des cancers. Donc, la polypose rectocolique familiale, qui est une maladie autosomique dominante, elle est liée à la mutation du gène APC. L'APC est un gène suppresseur des tumeurs. Le rôle de la protéine APC codée par le gène APC est de dégrader la bêta-caténine qui active la prolifération cellulaire. Donc, la bêta-caténine active la prolifération cellulaire, l'APC dégrade cet activateur. Donc, il a un rôle suppresseur des tumeurs. Donc, je vous ai dit que la polypose adénomateuse familiale est une maladie autosomique dominante et elle est responsable de 1% des cancers colorectaux. Elle se manifeste par la présence du centaine de polypes. Donc, comme illustre cette microphotographie, donc c'est à l'examen macroscopique, c'est-à-dire à l'œil nu, c'est une paroi colique qui est ouverte et elle présente à décrire une centaine de polypes. Ces polypes peuvent dégénérer et donner le cancer, être à l'origine du cancer colorectal. Donc, la polypose adénomateuse familiale, elle est caractérisée par des polypes disséminés, plus de 100 polypes. Et la dégénérescence est inéluctable en l'absence de traitement chirurgical préventif. Donc, pour éviter la dégénérescence, il faut faire une colectomie préventive. Donc, celle-ci est caractérisée par l'apparition à un âge jeune, inférieur à 40 ans, et par la plurifocalité. Parfois, il y aura la dégénérescence de plusieurs polypes à la fois. Donc, c'était la polypose adénomateuse familiale qui est due à une mutation du gène APC, qui est un gène suppresseur des tumeurs. Une deuxième forme, c'est le syndrome de Gardner. Le syndrome de Gardner associe une polypose adénomateuse familiale, mais elle est associée à d'autres tumeurs, associée à des tumeurs osseuses et cutanées. Un autre syndrome, c'est le syndrome de Turco, qui est associé des tumeurs de système nerveux central et une polypose adénomateuse familiale. Un autre syndrome, c'est le syndrome de Budd-Jegers. Il est associé des pigmentations périorificielles et de polypes amartomateux. Donc, on est dans les facteurs génétiques et c'est la mutation du gène APC qui est à l'origine de l'apparition de la polypose adénomateuse familiale. Et comme c'est une maladie de transmission dominante, donc il y a le risque de transmettre cette maladie à leur descendance. Une autre forme, toujours le cancer colorectal, c'est le syndrome de Lynch. Donc, on a vu qu'il y a la polypose adénomateuse familiale. C'est une polypose, c'est-à-dire plusieurs polypes. Cette fois-ci, le deuxième syndrome, c'est le syndrome de Lynch. C'est une forme non polypomateuse, c'est-à-dire on ne trouve pas une centaine de polypes comme le cas de la polypose adénomateuse familiale. C'est un adénome, un seul adénome
qui initiait la cancérisation. Donc, c'est une forme non polypomateuse des cancers colorectaux. Elle se distingue par l'absence des polypes généralisés, à l'inverse de la polypose adénomateuse familiale, mais ici, il y a un adénome qui initiait la cancérisation. Il s'agit de cancers colorectaux héréditaires. Elle est aussi à transmission autosomique dominante. C'est pour ça qu'on les a mis dans les facteurs génétiques. Donc, il est responsable de 1 à 5% de tous les cancers colorectaux et aussi c'est l'apanage du sujet jeune avant 45 ans. Donc, le syndrome de Lynch associé des tumeurs digestives avec des tumeurs gynécologiques telles que l'ovaire et l'utérus chez la femme, mais aussi, il touche aussi l'appareil urinaire, le haut appareil urinaire. Il est suspecté à l'anamnèse, le syndrome de Lynch est suspecté à l'anamnèse par des critères d'Amsterdam. Donc, c'est quoi ces critères d'Amsterdam? C'est la présence de 3 cas ou plus de cancers colorectaux histologiquement prouvés dans les antécédents familiaux, dont un est lié au premier degré avec les 2 autres. Je ne sais pas, peut-être il y a parmi vous qui connaissent des familles qui ont des cancers colorectaux. 3 cas de la même famille qui ont des cancers colorectaux. Dans ces cas, on suspecte qu'il y a le syndrome de Lynch. Donc, et avec une condition qu'un parent est lié au premier degré à l'autre. C'est quoi un parent de premier degré? C'est-à-dire c'est son fils ou bien c'est son père. Donc, le deuxième critère d'Amsterdam, c'est les cancers colorectaux touchent au moins 2 générations. Et au moins un cas des cancers colorectaux est diagnostiqué avant 50 ans. Pour confirmer qu'il s'agit d'un syndrome de Lynch, il nous faut des examens complémentaires d'ordre génétique. Et au cours du syndrome de Lynch, on n'a pas la mutation de gène suppresseur du tumeur APC, mais on a une autre mutation. Donc, je vous ai dit que le syndrome de Lynch associé des tumeurs digestives telles que le cancer colorectal, qui représente 60% des cas, le cancer de l'estomac, les voies biliaires, le pancréas et le grêle, associé parfois à des tumeurs de l'endomètre, de l'ovaire ou l'appareil urinaire, le haut appareil urinaire. Dans le syndrome de Lynch ou le cancer colorectal non polyposique, il n'existe pas de délétion du gène APC, mais cependant, 2 gènes semblent être responsables du développement de cette maladie. C'est le gène MSH2 et le MLH1. Le MSH2 et le MLH1, ils appartiennent au système MMR. Le système MMR, le mismatch repair, c'est un système de réparation des anomalies de l'ADN. Donc, le syndrome de Lynch est caractérisé par des mutations touchant les gènes MSH2 et MLH1, codant pour des protéines impliquées dans la reconnaissance et la réparation des anomalies de l'ADN avant la mitose, le système MMR. En général, les voies moléculaires impliquées dans la carcinogénèse colorectale sont donc pour transmettre le signal de l'extérieur de la cellule jusqu'au noyau cellulaire, il existe des voies de signalisation qui transmettent le message. En général, il y a 5 voies de signalisation qui sont fréquemment impliquées dans la carcinogénèse colique, comme dans le cas de nombreux autres cancers. Ces voies de signalisation sont la voie WNT bêta-caténine, la voie EGFR RAS-MAP kinase, la voie P3K et la voie TGF-bêta SMAD et la voie P53. Ce sont des voies de signalisation qui sont impliquées dans la carcinogénèse. Une anomalie qui touche ces voies de signalisation, elle est à l'origine de l'apparition d'un cancer. Quel que soit le type d'instabilité génomique impliquée dans les cancers colorectaux,
ces mêmes voies de signalisation sont habituellement touchées et les altérations peuvent cependant concerner les différentes protéines. Parfois, dans le cancer colorectal, on trouve une mutation du gène RAS, parfois on trouve d'autres mutations. Donc, ces voies de signalisation sont fréquemment impliquées. L'instabilité génomique, il y a 3 types d'instabilité génomique, 2 instabilités génétiques et 1 épigénétique. L'instabilité chromosomique, l'instabilité microsatellitaire et l'instabilité épigénétique. C'est quoi une instabilité chromosomique? L'instabilité chromosomique se caractérise par une aneuploïdie. C'est quoi l'aneuploïdie? L'aneuploïdie, c'est une cellule qui ne possède pas le nombre normal de chromosomes. هذه هي l'aneuploïdie. Donc, une instabilité chromosomique associée soit des pertes ou des gains des fragments chromosomiques, qui peut être à l'origine de l'apparition de cancer. Les microsatellites, c'est quoi un microsatellite? Microsatellites, en fait, ce sont des séquences répétitives de nucléotides. 4 ou 5 nucléotides qui se sont répétés d'une manière organisée. Donc, les séquences répétitives de nucléotides, ils sont non codantes et ils facilitent le travail dans le système MMR. Le système MMR, c'est le système de réparation des anomalies de mise à pariment à l'ADN. Donc, une instabilité microsatellite, elle est secondaire à un défaut du système de réparation de mise à pariment de l'ADN, comme dans le cas du syndrome de Lynch, touchant plus particulièrement les séquences répétitives, les microsatellites. Une instabilité épigénétique, les 2 types, que ce soit un chromosomique ou microsatellite, c'est une instabilité génétique. L'épigénétique, c'est une instabilité qui touche la méthylation de l'ADN. La séquence d'ADN en elle-même, elle est normale. C'est des anomalies de la méthylation. En fait, la méthylation, c'est le rajout, le CH3, le groupe méthyle. D'accord? Vous arrivez à suivre? Donc, c'était les facteurs génétiques. Les facteurs génétiques qui font partie des facteurs endogènes. Donc, on a vu la polypose adénomateuse familiale qui se caractérise par une anomalie du gène suppresseur du tumeur APC. Et on a vu le syndrome de Lynch, qui est c'est un cancer colorectal. C'est dû à des anomalies dans le système de réparation de l'ADN, le système MMR, plus spécialement le MLH1 et le MSH2. Donc, nous avons vu les facteurs génétiques qui font partie des facteurs endogènes. Deuxième type de facteurs qui peuvent être à l'origine de l'apparition des cancers, c'est les facteurs hormonaux. Les facteurs hormonaux, ils favorisent la croissance et la différenciation de certains cancers. Mais ils ne déterminent pas la genèse du cancer à eux seuls. Ce sont des facteurs favorisants. Nous citons l'exemple du cancer de l'endomètre et l'oestrogène. Le cancer de l'endomètre, il est beaucoup plus fréquent chez les femmes diabétiques, obèses et nullipares. Donc, ces 3 cas sont des états d'hyperostrogénie. Ces états cliniques sont dus à une augmentation des oestrogènes circulants. Il en est de même pour les ménopausés traités uniquement par les oestrogènes. Donc, on a remarqué que le cancer de l'endomètre, il est fréquent dans les situations d'hyperostrogénie. Le cancer de la prostate et les androgènes. Donc, on a remarqué aussi que le développement du cancer de la prostate nécessite la présence de testostérone. Donc, il y a moins de cancer de la prostate chez les personnes castrées. Également, le cancer du sein et l'oestrogène. Donc, la relation entre le cancer du sein et le statut hormonal est complexe. Mais on a remarqué aussi que la fréquence du cancer du sein
est plus importante chez les nullipares, les pubères précoces et en cas de ménopause tardive, qui sont toujours des situations d'hyperostrogénie. Donc, on a vu les facteurs endogènes génétiques, les facteurs endogènes hormonaux, les états d'hyperostrogénie et le cancer de l'endométrie du sein, et le cancer de la prostate et les androgènes. Troisième type de facteurs endogènes, c'est les facteurs immunitaires. Donc, chez l'homme, un nombre considérable de leucémies, le leucémie, c'est des cancers du sang, est retrouvé dans plusieurs maladies congénitales par déficience immunitaire. Nous citons l'exemple de la gamma-globulinémie de Bruton, quand c'est une maladie congénitale, mais aussi le danger des cancers immunitaires acquises. Donc, on a remarqué que l'augmentation de nombre des cancers chez les sujets dans la transplantation rénale a été préparée par un traitement immunosuppresseur. De cela, on a induit que les facteurs immunitaires peuvent être des facteurs étiologiques dans le processus cancéreux. Donc, on a vu les facteurs endogènes qui sont d'ordre génétique, APC pour la polypose recto-adénomateuse familiale, pour le syndrome de Lynch, les facteurs hormonaux, les états d'hyperostrogénie et le cancer de l'endomètre et le sein, et la prostate et les androgènes. Les facteurs immunitaires congénitales et acquises. Nous passons maintenant aux facteurs exogènes. Ce sont des facteurs qui sont liés à l'environnement. Les facteurs endogènes comprennent les agents chimiques, les agents physiques et les agents biologiques. Donc, les agents chimiques. Les agents chimiques comprennent les carcinogènes chimiques à action directe, les carcinogènes chimiques à action indirecte et les contaminants de la nourriture et additifs alimentaires. Les carcinogènes chimiques à action directe, donc les composés appartenant à ce groupe ne nécessitent aucune transformation préalable pour exercer leur pouvoir cancérigène. Ces composés réagissent avec les protéines et les acides nucléiques. Nous citons l'exemple des agents alkylants. Les gaz motards ont été rendus responsables du cancer du poumon, du larynx, de la vessie et des leucémies après la Première Guerre mondiale. Deuxième carcinogène chimique à action directe, autre, on a l'arsenic, le nickel carbonylé et l'amiante. L'arsenic entraîne l'apparition du cancer de la peau et le poumon, le nickel carbonylé et le cancer du larynx, et l'amiante qui entraîne des tumeurs mésothéliales de la plèvre, le mésothélium malin. Les carcinogènes chimiques à action indirecte, tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le cancer de scrotum chez les ramoneurs, les amines aromatiques et solvants organiques qui entraînent des cancers. On a remarqué la présence de cancer de la vessie chez les ouvriers de l'industrie des colorants d'aniline, les divers nitrosamines, qui est un solvant hépatotoxique qui peut induire aussi des tumeurs rénales. Le tabac, donc 40% des décès sont causés par le cancer, qui est incriminé dans 40% des décès par le cancer et qui est incriminé aussi dans le cancer du poumon, de larynx, de la cavité buccale, le pharynx, même aussi la vessie et le col utérin. La consommation d'alcool, elle potentialise l'effet du tabac, notamment pour la cavité, les cancers de la cavité buccale, de l'œsophage, du larynx et du pharynx. Donc, ce sont les carcinogènes chimiques à action indirecte. Les contaminants de la nourriture et de l'additif alimentaire, nous citons l'exemple de l'aflatoxine. En fait, c'est un produit qui est elle est produite par l'Aspergillus flavus, qui est une bactérie qui contamine l'arachide et le maïs de certaines régions africaines, surtout en l'effet
hépatocarcinogène de l'aflatoxine B1. Les amines aromatiques, l'alimentation fumée et salée est impliquée dans les cancers gastriques. Un repas riche en graisse augmente les risques de cancer du côlon. À l'opposé, on note de cela, à côté de cela, on connaît le rôle protecteur des fibres et des fruits, des légumes. Les agents physiques. Les agents physiques, c'est les radiations ionisantes. D'après les données épidémiologiques chez l'homme, il existe 5 types d'exposition. Il y a l'exposition due au métier, comme le radiologue, les travailleurs de l'uranium. Autrement, il y a des expositions qui sont dues, thérapeutiques. Exemple, c'est secondaire à la radiothérapie. Il y a des sarcomes qui sont radio-induits. Par exemple, dans le cancer du sein, ils font de la chimio, ensuite ils font de la radiothérapie. Ce n'est pas tout le temps, mais parfois, après le traitement radiothérapeute, on aura l'apparition des cancers qui sont radio-induits, des sarcomes radio-induits. Donc, le traitement des tissus normaux en bordure des tumeurs. Il y a aussi une exposition diagnostique à l'ASP de l'hémothorax. L'exposition accidentelle, dans l'exemple connu de l'accident de Tchernobyl, et les expositions aux bombes anatomiques. Tout cela, c'est des radiations ionisantes et qui peuvent générer l'apparition d'un cancer. Donc, on a vu les facteurs exogènes chimiques, physiques. Maintenant, nous passons aux agents biologiques. Donc, les agents biologiques, les parasites, le rôle de la bilharziose vésicale et le cancer de la vessie. Donc, vous connaissez tous le fameux chanteur égyptien, Abdelhalim Maïhmo. Il avait la bilharziose et il a compliqué par un cancer de la vessie. Nous citons l'exemple aussi des bactéries, le rôle de l'Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui est trouvée dans la muqueuse gastrique. Donc, cette bactérie, elle est connue pour son rôle dans l'apparition des lymphomes, du malte et des adénocarcinomes gastriques. Donc, on a vu les virus, les bactéries, on a vu les parasites, la bilharziose, les bactéries, l'HP, maintenant les virus oncogènes, les virus qui peuvent générer des cancers. Les virus à ADN, nous citons l'exemple de l'HPV, le papillomavirus, Human Papillomavirus. Donc, l'HPV 16, il y a à peu près une cinquantaine de sérotypes. Donc, le sérotype 16 et 18 sont impliqués dans le cancer, dans la genèse du cancer du col utérin. L'HPV 5 sont impliqués dans la genèse d'un carcinome épidermoïde du col utérin, le 16 et le 18. Le 5 dans les carcinomes épidermoïdes cutanés. Un autre virus, nous citons l'exemple le virus de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite B est associé au cancer primitif de l'estomac. L'hépatite B, la cirrhose, en bas de l'hépatocarcinome. Le virus de l'Epstein-Barr, le BV. Le BV il est connu pour son rôle carcinogène dans le lymphome du Burkitt, qui est une urgence thérapeutique, le lymphome d'Hodgkin et l'UCNT dans le CAVAM. Le CNT, c'est le cancer le plus fréquent de CAVAM. Le CAVAM, c'est le nasopharynx. ECNT pour Undifferentiated Carcinoma Nasopharynx Tumor. Herpes virus, human herpes virus, le 8, l'HHV 8, elle est associée au sarcome de Kaposi. C'est un sarcome cutané, surtout chez les immunodéprimés. Donc voilà, c'était des exemples de virus oncogènes à ADN. Autres exemples de virus oncogènes, mais cette fois-ci à ARN, le virus de l'hépatite C, par le même principe que le virus de l'hépatite B, il entraîne l'apparition de la cirrhose après l'hépatocarcinome. Donc, le virus de l'hépatite C est associé au cancer primitif du foie et le virus HTLV1 est associé à l'apparition d'un lymphome T de l'adulte. Donc, voilà, c'était les facteurs
exogènes, les facteurs liés à l'environnement qui comprennent des agents chimiques à action directe, indirecte et les contaminants de la nourriture, les agents physiques et les agents biologiques, parasites, bactéries et virus. Au total, quels sont les points à retenir? Il faut retenir que de grands progrès ont été faits depuis quelques années dans la compréhension des mécanismes génétiques et moléculaires de la carcinogénèse et une meilleure connaissance des facteurs incriminés, quels que soient exogènes ou endogènes, facteurs liés à l'hôte ou à l'environnement, constitue une étape importante pour la prévention et le traitement des cancers. Donc, vous avez des questions? Vous avez des questions? Non, merci, madame. Donc, c'était Non, clair? merci. Merci pour votre attention. Madame, Oui, s'il vous plaît, envoyez-moi le support. donc je vais vous envoyer par email. Oui, oui, Donc, d'accord. merci. Aïe, ça, salam. Merci.